Figaro Live, bonjour. Il est déjà un peu plus de 11h11. On ne va pas perdre de temps. On va tout de suite aller à Bruxelles. C'est aujourd'hui le sommet européen consacré au Brexit. Alors, question, dans quel état d'esprit les 27 accueillent Theresa May ce soir, sur place précisément? Les précisions d'Anne Revance, c'est la correspondante du Figaro sur place. Les 27 attendent Theresa May de pied ferme et attendent Theresa May avec des propositions concrètes. En réalité, la difficulté, c'est que les négociations qui s'étaient intensifiées au début de semaine dernière se sont soldées par un échec au cours du week-end dernier. En réalité, ce que souhaitent les 27, c'est partir sur de nouvelles bases, puisque on sait que ça bloque toujours sur la question de la frontière irlandaise, que c'est un problème qui a été regardé, j'allais dire, de tous les côtés pour essayer de trouver des solutions, et que les solutions, pour le moment, il n'y en a pas. En réalité, ce qui pourrait se passer aujourd'hui, c'est une information du Financial Times, c'est que Michel Barnier pourrait faire un geste, et les 27 sembleraient prêts à faire un geste en direction de Theresa May. L'idée, ce serait de proposer, de prolonger la période de transition qui devait, en cas d'accord, se terminer fin décembre 2020. Et qui serait prolongé d'un an, le temps effectivement de trouver une solution pour la question de la frontière irlandaise. Et confirmation ce matin à l'AFP de 2 diplomates européens, selon lesquels le négociateur en chef donc, de l'Union européenne a proposé de prolonger d'un an la période de transition qui suivra la sortie du Royaume de l'Union européenne, le Royaume-Uni de l'Union européenne, afin, dit-on, de débloquer les négociations en cas bien évidemment, d'accord. On va revenir justement sur toutes ces étapes, sur toutes ces questions. Nous, on vous pose une question. Craignez-vous un Brexit dur? Pour l'instant, vous répondez non à 64%. Pourquoi? Bien justement, cette confiance sur cette perspective. Dites-le nous. Est-ce que c'est votre avis, vous qui nous regardez? Dites-le nous. Votez sur Twitter et également postez vos commentaires sur le player du Figaro. Nous, on s'est posé cette question justement après avoir entendu notamment Emmanuel Macron. C'était le 20 septembre dernier qui a réagi aux propositions économiques à l'époque de la Grande-Bretagne. De manière très claire, je veux également dire, et ça a fait l'objet d'un consensus ce midi, que les propositions faites en l'état aujourd'hui ne sont pas acceptables, tout particulièrement dans le domaine économique. Bonjour Olivier de France. Bonjour. Vous travaillez à l'Institut des relations internationales et stratégiques. On vient donc d'entendre Emmanuel Macron qui parle de propositions inacceptables au plan économique. Qu'est-ce qui est concrètement inacceptable pour les 27 et en particulier au plan économique? Ça, c'est très facile à dire finalement. C'est une question vraiment existentielle pour l'Union européenne. Il s'agit de ne pas laisser un État qui n'est plus membre de l'Union européenne choisir les parties du marché unique qu'il souhaite avoir et délaisser celles qu'il ne souhaite pas parce que ça ouvre ensuite, comme dit l'expression, la porte à toutes les fenêtres. Qu'est-ce qu'aimeraient bien avoir les Britanniques et qu'est-ce qu'ils n'aimeraient plus avoir? En fait, la proposition de Theresa May dans cet accord, dans l'accord intra-britannique, c'est déjà quelque chose parce que les Britanniques sont aujourd'hui plus divisés au sein même du pays que les 27 autres États membres de l'Union européenne. On va y revenir, mais essayons de comprendre justement dans le rapport avec le reste du vieux continent. Voilà, et donc en fait, ce compromis qu'elle avait trouvé, elle, au sein du Royaume-Uni, qui s'appelle donc Chequers et qu'elle avait proposé à ses partenaires européens, en fait, intégrer une proposition qui était destinée justement à résoudre le problème de la frontière irlandaise, par laquelle, en fait, les biens étaient séparés du reste du marché unique. Donc la circulation des biens était séparée de la circulation des services et des personnes. Et donc c'est ce qui permettait en fait à Theresa May de trouver un compromis au sein de son parti. Mais bien sûr, ce n'est pas acceptable pour l'Union européenne parce que ça sépare les libertés de circulation qui sont les piliers du marché unique.
C'est-à-dire, concrètement, il y avait un certain nombre de biens qui pouvaient encore relever des règles du marché unique, c'est-à-dire de l'ouverture des frontières, et d'autres dans lesquels il fallait passer à la douane. Non, en fait, si vous voulez, les biens pouvaient, eux, passer la frontière, sauf que le Royaume-Uni... Sans passer par la douane. Voilà, sans contrôle douanier, mais par contre, le Royaume-Uni cherchait à préserver le contrôle sur ses frontières au niveau, par exemple, de la circulation des personnes. De l'immigration. De l'immigration, pour parler clair. Donc, on continue d'avoir la libre circulation des produits, des biens, du marché, mais plus la libre circulation en termes d'individus, en termes de personnes, en termes de migration, ce qui permet de contrôler et de services, ce qui est important parce qu'il y a eu un vrai découplage entre le gouvernement britannique et la City. Parce que c'est la première fois vraiment que la City, pour des raisons vraiment politiques, parce que la migration est une priorité pour le gouvernement, a été laissée de côté. Alors que ça fait depuis 2 ans que la City essaie de pousser pour les questions de passeport financier, pour ne pas justement que les services soient exclus de l'accord. D'accord. Il y a une femme qui pense justement que cet accord est possible, c'est Theresa May. Un nouvel accord est possible. Justement, je vous propose de l'écouter. C'était il y a quelques heures encore à Londres. We cannot let this disagreement derail the prospects of a good deal and leave us with the no deal outcome that no one wants. I continue to believe that a negotiated deal is the best outcome for the UK and for the European Union. I continue to believe that such a deal is achievable, and that is the spirit in which I will continue to work with our European partners. Achievable, c'est ce qu'elle emploie comme terme. Est-ce que c'est réalisable ? Écoutez, je pense que là, on est vraiment depuis quelques jours, et ça va encore durer un petit bout de temps, dans toute la scénographie et la théâtralisation d'une négociation à peu près normale. Une dramatisation ? Je ne sais pas si une dramatisation, c'est des étapes normales en fait. C'est-à-dire que en fait, vous arrivez à des compromis au niveau technique, des négociateurs. Ensuite, les divergences qui restent, eh bien, vous essayez de les résoudre au niveau des ministres, et si ça ne marche pas, vous essayez de les résoudre au niveau des chefs d'État. Et les chefs d'État, c'est vraiment ce qui va se passer ce soir, où Theresa May va rencontrer ses homologues. Donc, en fait, on laisse les divergences les plus importantes pour le plus haut niveau, politique, et c'est à ce moment-là, au plus haut niveau politique, qu'on va abattre toutes ces cartes. Et cette perspective d'un no deal, je pense qu'elle va arriver à la toute fin, c'est-à-dire qu'on va mettre la carte sur table, on va dire finalement, est-ce que les Européens sont prêts, eux, à accepter la possibilité d'un no deal, et est-ce que les Britanniques, eux, sont prêts à accepter la possibilité d'un no deal. Et c'est là où, véritablement, les dominos vont tomber. Parce que du point de vue britannique, par exemple, la possibilité d'un no deal du point de vue de l'Irlande du Nord, des unionistes, est quand même quelque chose d'assez effrayant, parce que ça pourrait provoquer des élections générales et l'arrivée éventuelle au gouvernement de Jeremy Corbyn, un travailliste, qui serait, lui, pour la réunification irlandaise. Donc, pour abandonner l'Irlande du Nord. Il y a plein de choses qu'on soulève. C'est normal, c'est votre spécialité. Première chose, c'est très important ce que vous avez commencé à dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de points sur le plan technique sur lesquels les gens sont tombés, les négociateurs sont tombés d'accord. Lesquels ? Alors, c'est des points qui sont dans les grandes lignes. Hein. En gros, il y a la question des expatriés, enfin, il y a la question des citoyens européens. C'est-à-dire ? En fait, c'est le mouvement des citoyens européens, c'est-à-dire et la garantie pour les expatriés britanniques de pouvoir circuler librement en Europe, selon les mêmes règles qu'avant. Et en fait, c'est très important parce que on avait l'impression que des individus et des familles entières étaient pris en otage comme ce qu'ils appelaient des bargaining chips, donc des cartes dans la négociation, alors que ce sont des individus et des familles, donc ça c'était important à régler. Il y a la question de la facture aussi. Les retraités britanniques pourront continuer à passer leurs vacances en Charente, c'est ça que vous êtes en train de dire. Et retrouver leur résidence secondaire là-bas. Du point de vue légal, du point de vue économique, ça je suis moins sûr. Du point de vue légal. Il y a la question de la facture aussi, ce que les Britanniques appellent la facture, ce qui est en fait tout simplement des contributions britanniques au budget européen. Et ça c'est une question qui est quand même relativement importante parce que ça représente un pourcentage véritablement non négligeable dans le budget européen et on va essayer de se mettre d'accord en 2021 sur une nouvelle... Une contribution britannique ? Non, justement, sur un nouveau budget européen et en 2021, normalement, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne alors qu'on essaye d'investir en Europe sur des domaines comme la technologie, l'environnement, la défense, la sécurité, mais on aura moins d'argent pour le faire. Et donc, il va falloir couper dans le budget de la PAC, par exemple. Et ça, c'est des trucs qui sont quand même très sensibles.
Au plan stratégique, qui est votre spécialité, Olivier de France, quelles sont actuellement les conséquences qu'est-ce que vous avez pu observer depuis le vote du Brexit et qu'est-ce qui est à craindre s'il y a un Brexit dur? Si on regarde du point de vue des affaires étrangères, par exemple, on s'aperçoit quand même que, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'Union européenne, il y a un avantage, c'est qu'on a une masse critique pour pouvoir parler de manière unifiée face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde, face au Brésil. Donc par exemple, quand Jean-Claude Juncker va à Washington pour parler avec Donald Trump sur la question des droits douaniers, il est entendu. La question, c'est est-ce que le Royaume-Uni tout seul pourra aller à Washington et se faire entendre? Rien n'est moins sûr. Sur la question sur l'affaire Skripal, sur les espions, c'est pareil. Quand l'Union européenne quand les Européens parlent d'une même voix, d'une seule voix, leur voix porte beaucoup plus fort dans le jeu international. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Britanniques ne seront plus autour de la table quand ces discussions-là seront prises. Et c'est important qu'on essaye, à la fois du point de vue européen et du point de vue britannique, de continuer à se parler pour avoir des positions communes. Ça, c'est important. Après, dans le domaine, par exemple, militaire et le domaine de la défense, c'est un tout petit peu différent parce que ça, en général, les accords sont bilatéraux. Et donc là, bon, c'est un peu compliqué, mais ça change finalement pas forcément grand-chose. Et peut-être que même pour l'Europe de la défense, c'est quelque chose qui peut en fait libérer des digues. Et finalement, il est possible qu'on progresse encore davantage maintenant que les Britanniques sont sortis. Finalement, il y a plein d'opportunités à ce Brexit, si je vous suis. Merci beaucoup, Olivier de France, pour ces premières précisions. On va y revenir dans une deuxième partie. Je rappelle que vous travaillez à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Craignez-vous un Brexit dur? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #FigaroLive, #LesDécrypteurs. Je salue Jean-Pierre, Alain, Yvan, Théobald qui nous rejoignent. Vous nous posez des questions auxquelles on va répondre dans une deuxième partie. On va tâcher de le faire. La raison devrait l'emporter en conjuguant les intérêts des uns et des autres, nous dit Jean-Pierre. Et le Frexit, c'est pour quand? On nous demande Alain. Je ne sais pas si on pourra aborder cette question aujourd'hui. Il ne faut pas craindre un Brexit dur, nous dit Yvan. En voyant la situation, ce choix paraît être le meilleur pour les Anglais et les Européens. Et Théobald nous dit, est-il encore possible de voir l'émergence d'un référendum? Quid de l'annonce de l'Écosse? Précisément, ça c'est peut-être une question qu'on abordera en deuxième partie. Quand on divorce, on applique la loi, nous dit Philippe. Pourquoi tergiverser et négocier avec les Anglais déjà qu'ils avaient refusé l'Europe? Eh bien, Donald Tusk, Philippe vous a peut-être répondu à cette question. C'est le président de l'Union européenne et il s'exprimait ces dernières heures, c'était hier, justement sur la nécessité de discuter encore avec le gouvernement britannique. Tomorrow, I am going to ask Prime Minister May whether she has concrete proposals on how to break the impasse. Only such proposals can determine if a breakthrough is possible. Bonjour Florentin Collant. Alors, je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez là? Là, je vous entends parfaitement. Ouais. Je ne sais pas si les Européens, entre l'Union européenne et les Britanniques, on entend mieux, mais moi, je vous entends très bien. Est-ce qu'on est sensible ce matin à Londres? Est-ce qu'on a eu déjà des premières réactions à la nouvelle proposition de Michel Barnier? Oui, elle est discutée depuis quelques jours, cette proposition d'étendre la transition. Elle pose de nombreux problèmes parce que dans les faits, d'un point de vue pragmatique, pour les entreprises, tout le monde sait que le futur traité commercial qui définira la future relation économique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sera pas en place à la fin prévue aujourd'hui de la transition fin 2020. Donc, théoriquement, sur le papier, ce serait bienvenu. Le problème, c'est que pour les Brexiteurs, les partisans du Brexit, cela revient à reporter le Brexit encore plus loin. Une année de plus, pourquoi pas, mais pourquoi pas 2, 3, 4, en attendant qu'un traité de libre-échange soit conclu. Donc, en fait, la proposition, elle apporte de l'air, de la souplesse dans les négociations, mais elle ne règle rien et Theresa May aura beaucoup de mal à aller devant ses parlementaires conservateurs en particulier en leur disant écoutez, bonne nouvelle, on va rester un an de plus dans l'Union européenne sans avoir voix au chapitre des décisions puisqu'on ne fera plus partie des instances de décision. Alors de précision, Florentin, justement, on va revenir parce que tout ça, dans les calendriers, dans les étapes, on n'y voit pas très clair. La première chose, c'est que, en fait, ce qui est en jeu actuellement, c'est que avant le 29 mars prochain, qui est la date d'entrée en vigueur du Brexit, où la Grande-Bretagne sort formellement de l'Union européenne, il faut trouver
un premier accord pour se dire, voilà, on va se mettre d'accord sur un calendrier, sur ce qu'on va négocier après. C'est ça qu'on appelle le deal, or le no deal. Oui, le deal dont on parle aujourd'hui, c'est l'accord de retrait de l'Union européenne. C'est le divorce. Donc l'essentiel est déjà acquis. Sur l'essentiel, les deux parties sont d'accord à 85-90%. Il reste des problèmes qu'on a déjà évoqués sur la question de la frontière irlandaise, mais l'essentiel est prévu, le sort des expatriés, la dette, etc. Donc tout ça définit les conditions du retrait. Mais parallèlement, les Britanniques veulent avoir dans le même accord une déclaration politique, mais assez courte, une dizaine de pages peut-être, une vingtaine, une trentaine, qui lancera les grandes idées de leur future relation avant de commencer à la négocier, proprement dite, cette future relation commerciale, une fois qu'ils seront sortis. Donc là, on pourra encore parler de deal ou no deal pendant des années, parce qu'il s'agira de négocier un traité de libre-échange très complexe entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Donc pour l'instant, on en est à vendre ce deal sur le divorce, qui comprendra quelques pages sur la future relation avant de sortir. Donc voilà, on négocie les conditions dans lesquelles on divorce, et après, il faudra négocier pendant deux ans, peut-être 2 ans maintenant. 2 ans, 5 ans 2 ans, peut-être plus. En tout cas, maintenant, Michel Barnier propose 2 ans, les conditions de la relation entre les divorcés. On dit que le problème, en fait, n'est pas du côté européen, on entendra tout à l'heure Pascal Lamy le dire, mais du côté britannique, dans la majorité de Theresa May. Rapidement, mon cher Florentin, est-ce que vous pouvez nous dire si, en anglais dans le texte, is that true? It's tout à fait true, parce que les Britanniques et les Européens sont quasiment d'accord sur tout. C'est ce qu'on a vu ce week-end. Ils étaient prêts à mettre sur la table, à signer un accord dimanche dernier. Simplement, politiquement, Theresa May a envoyé son ministre du Brexit à Bruxelles dire « ça ne marche pas ». Et c'était vraiment un geste politique destiné à la majorité, à l'opinion britannique, pour dire « on n'est pas prêt à accepter toutes les conditions de l'Union européenne dans ce divorce ». Et le problème, il est là aujourd'hui. Il est beaucoup plus là qu'entre les 27 et le Royaume-Uni. Parce que le fameux traité de retrait de l'accord sur le divorce qui va être conclu avec les Européens devra être ratifié par le Parlement européen, ça ne devrait pas poser de problème, mais aussi par le Parlement britannique, la Chambre des communes. Et il n'y a pour l'instant aucune majorité pour aucune forme de divorce, parce que personne n'est d'accord. Theresa May n'a pas de majorité. Déjà, Theresa May n'a pas donné les grandes lignes de ce qu'elle souhaitait de façon très claire pour susciter un consensus politique en Grande-Bretagne derrière elle. Et ensuite, les différentes factions du Parlement se disputent pour savoir quel type de divorce et d'accord futur ils souhaitent. Donc 2 scénarios possibles, soit finalement les factions du Parlement évoluent et acceptent l'un des accords qui est proposé par Bruxelles, soit c'est la chute de Theresa May, c'est bien ça ? Oui, enfin, il y a même d'autres scénarios, mais c'est la stratégie de Theresa May, c'est-à-dire ne pas sortir de l'ambiguïté jusqu'au dernier moment en jouant la montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle fait mine de refuser les propositions des Européens pour dire « je ne cède pas ». Comme ça, elle se garde un certain soutien dans sa majorité qui est très précaire. Au dernier moment, donc ça devait être cette semaine à Bruxelles, ça ne sera pas le cas, on le sait, ça sera peut-être en novembre, ça sera peut-être en décembre, voire en janvier. Ils finiront par accoucher d'un accord. Il ne restera plus que quelques semaines pour valider cet accord au Parlement britannique avant la sortie le 29 mars. Elle dira à ses parlementaires, c'est soit ça, donc je vous délivre un Brexit pour lequel vous avez milité en bonne et due forme, soit c'est le chaos du no deal que personne ne veut. Merci beaucoup pour ces précisions, Florentin. On va continuer à les suivre sur lefigaro.fr aujourd'hui, et puis dans l'édition papier du Figaro, celle d'aujourd'hui, celle d'hier d'ailleurs qu'on peut reprendre, et dans celle de demain. Merci beaucoup pour ces premières précisions, et puis on reviendra de toute façon dans Interaction demain également sur cette question. On parlait justement d'un homme depuis le début de cette émission, c'est Michel Barnier qui est incontournable, il est français, il est en charge des négociations du côté de l'Euroland. Et il est quand même, lui, d'accord avec Theresa May sur un point, il le dit en anglais,
à la façon de Michel Barnier. Écoutez. Both the EU and the UK exclude having a physical border on the island of Ireland. Therefore, what will arrive into Northern Ireland will also be arriving in our single market. There will be administrative procedures that do not exist today for goods traveling to Northern Ireland from the rest of the UK. Ça rappelle sans mauvais esprit quand Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères, avait célébré en 2006 l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne, avec son fameux Long Life to the entente cordiale. On va arrêter le mauvais esprit ici. Bonjour Stéphanie Miller. Vous êtes économiste chez Humanis, un groupe de protection sociale. On vient de l'entendre, on vient de le dire. Il y a un problème entre l'Irlande du Nord, l'Europe et le Royaume-Uni. Pour y voir un petit peu plus clair, qu'est-ce qui est en jeu actuellement ? En jeu, c'est juste en fait les conditions de départ, parce que le Royaume-Uni veut bel et bien sortir de l'Union européenne, mais à travers ses frontières irlandaises, elle voudrait que rien ne change. Elle voudrait effectivement qu'on continue à échanger les biens librement, sans qu'il y ait de contraintes. Alors l'Union européenne a effectivement ce point d'ancrage avec la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, et dit mais non, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on dit communément en France, le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez sortir, eh bien effectivement, il faut remettre une frontière entre l'Union européenne et entre l'Irlande et... Il faut effectivement statuer le fait que l'ensemble du Royaume-Uni s'exclut de l'Union européenne. Donc, mais ça cristallise bien, en fait, ce problème de l'Irlande, la position britannique et ce qui rend la situation inextricable. C'est-à-dire que les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne avec, effectivement, un contrôle aux frontières du capital humain, c'est-à-dire des hommes, et en souhaitant que tout le reste ne change pas. Donc, jusqu'à présent, l'Union européenne ne peut pas accepter les conditions du Royaume-Uni. Ça ne peut pas être un win-win deal. Vous ne participez plus au budget européen, mais la City reste effectivement non menacée, et ça enclenche en fait énormément de problématiques, notamment à travers la City qui gère notre monnaie unique. On ne peut pas effectivement laisser la place financière européenne basée à Londres, alors que notre monnaie est sur l'ensemble du continent. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur ces questions-là rapidement. Je voudrais quand même vous faire écouter une analyse, celle de Marc Roche, qui est journaliste et était correspondant du Monde. Il n'a rien d'un souverainiste ni d'un extrémiste, et pourtant, selon lui, il le dit, il le clame, il en a fait le titre d'un livre, « Le Brexit va réussir ». La Grande-Bretagne va s'en sortir parce qu'elle va être plus que jamais accueillante aux investisseurs étrangers, industriels comme financiers. D'ailleurs, ils ne sont pas partis malgré l'incertitude du Brexit. Certains sont partis quand même. Il y en a peu qui sont partis. Les délocalisations de postes sont très réduites à quelques centaines, quelques milliers de postes. Et donc cette Angleterre qui va devenir plus offshore, plus inégalitaire, qui aura réglé son problème migratoire et qui dispose des atouts comme la langue anglaise, la loi anglaise et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire la culture, les médias, les exportations de haute technologie. Les universités, dites-vous, aussi, vont continuer à rayonner plus que jamais. Qui vont jouer un rôle essentiel parce qu'on ne peut pas s'en passer et parce que les universités britanniques sont étroitement liées à l'industrie. Bon, est-ce que tous les malheurs économiques qu'on prédit pour la Grande-Bretagne depuis 2 ans, finalement, ce n'est pas du fake ? Pour l'instant, effectivement, ça ne s'est pas totalement concrétisé parce que le Brexit ne s'est pas réalisé, tout simplement. Moi, je m'inscris en faux sur les propos de Marc Roche parce que ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'un investisseur international, il voit global. Et le Royaume-Uni va rester un tout petit pays par rapport à une union économique européenne qui représente 27 pays, 300 millions d'habitants. Vous comprenez que ça va être en fait un marché totalement... Selon vous, les investisseurs ne viendront pas investir en Grande-Bretagne, ne viendront pas investir... Quel est leur intérêt ? Tout n'est pas uniquement fiscal. Si vous voulez, si le marché est contraint à 60 millions d'habitants, sachant qu'en face, il suffit
suffit de traverser la Manche pour qu'il y ait 350 millions d'habitants. Vous voyez que le marché n'est pas le même. On ne peut pas effectivement comparer l'un à l'autre. Ça n'a pas de sens économique en fait, de vouloir se renfermer en proposant un avantage fiscal. Est-ce que, je vous repose la question de notre côté, est-ce que justement ce n'est pas plutôt les Européens, en particulier la France, qui risquent le plus actuellement, en particulier en cas de Brexit dur? On nous avait prédit la City qui va débarquer à Paris, à Francfort. Mais c'est en train effectivement d'être réalisé. On a laissé, si vous voulez, je pense qu'économiquement, on pourra y revenir, mais pour la Grande-Bretagne, c'est perdant-perdant. Et pour l'ensemble des pays de la zone euro, il y aura effectivement un perdant-gagnant parce que justement la City va effectivement revenir en partie dans les pays de la zone euro. La France et Paris a réussi à quand même à tirer son épingle du jeu. Donc ce qu'elle avait laissé filer au moment de l'avènement de l'euro, lorsque toutes les banques les banques françaises ont ouvert leurs filiales à Londres, eh bien, et ça va petit à petit revenir. Donc, et ça va compenser le fait que, effectivement, les Britanniques vont peut-être moins acheter nos marchandises agricoles. Voilà, je pense que l'un dans l'autre, ça va pouvoir être compensé, alors que pour l'économie britannique, c'est perdant-perdant. Merci pour ces premières précisions, Stéphanie Villers. Je rappelle que vous êtes économiste à Humanis, qui est un groupe de protection sociale. Un homme, lui, ne craint pas le Brexit dur. C'est l'ancien patron de l'OMC, Pascal Lamy, qui était un des autres invités de Marie-Laetitia Bonavita dans l'émission Conversation, que vous pouvez retrouver sur Figaro Live. Extrait. Aujourd'hui, y compris cette semaine, à propos de ce Conseil européen, ça n'est plus une négociation entre les Européens et les Britanniques. Elle est faite, cette négociation-là. La seule question qui reste, c'est une négociation entre les Britanniques eux-mêmes. Donc la question n'est pas de savoir s'il y aura un accord entre les Européens et les Britanniques. Bien sûr qu'il y aura un accord qui consistera, comme on dit en anglais, à botter à suivre sur un certain nombre de sujets. Mais la question est de savoir si cet accord passera au Parlement britannique. Et ça, c'est une affaire britanno-britannique. Bonjour David Sagnard. Est-ce que David Sagnard m'entend ? Oui, je vous entends. Bonjour. Vous êtes président de la section Pas-de-Calais de la Fédération des transporteurs routiers. Oui. Votre entreprise Carpentier détient une flotte de 70 véhicules, 120 salariés. L'Angleterre représente un tiers de votre activité. Quand vous entendez Pascal Lamy justement s'exprimer ici, qui dit qu'il y aura un accord, est-ce que vous craignez qu'il n'y ait pas d'accord ? Oui, je crains qu'il n'y ait pas d'accord. Maintenant, j'espère qu'il y en aura. Parce que sinon, on risque d'avoir devant nous un chaos par rapport à l'aspect réglementation qu'il faudra remettre en place, qu'on mette ce modèle de réglementation qui n'existera plus. Et puis, après, il y a un risque aussi par rapport à l'immobilisation de nos matériels de transport aux frontières si des contrôles douaniers venaient être mis en œuvre. S'il n'y a pas d'accord, ce que vous craignez, c'est que justement il y a des files de camions qui attendent que les marchandises, les conteneurs soient examinés par les douaniers. C'est bien ça ? Ce que je crains, s'il n'y a pas d'accord, c'est qu'il y a tout l'aspect réglementation. Est-ce que le permis de conduire, qui est aujourd'hui le titre qui permet d'exercer la profession ou le conducteur de pouvoir circuler sur le territoire britannique, sera-t-il déjà reconnu par les Britanniques ? D'autre part, nous avons aujourd'hui un titre exécutif qui nous permet de travailler et de faire circuler nos véhicules. C'est la licence communautaire, donc la licence européenne de transport. Et donc avec la sortie des Britanniques de la zone de l'Europe, nous aurons forcément un nouveau titre à négocier et une nouvelle autorisation à obtenir de la part du gouvernement britannique. Sauf qu'on est quand même... David Sagnard, oui. Pardon, je me permets de vous couper. Je comprends ce que vous craignez, surtout quand je crois que c'est 3 milliards d'euros de manque à gagner si il n'y a pas d'accord. J'ai envie de vous poser la question différemment. Avant 1992, avant les années 90, il y avait des frontières avec la Grande-Bretagne. Oui, pourtant, il y avait des échanges. Il y avait des échanges de biens et de services qui existaient avec la Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Mais on était, comme je vous le dis, sous un régime européen avec un titre de circulation. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr que notre titre de circulation, c'est-à-dire notre licence communautaire, sera applicable. Donc c'est la première des choses. J'ai vérifié
vérifier aussi par rapport à la convention CMR, donc qui nous permet aussi, c'est le document qui permet de contractualiser la notion de transport. Je dirais, est-ce que cette convention CMR qui est applicable depuis 1956 et pour laquelle je dirais, les Britanniques ont été signataires de cet accord, est-ce qu'il sera de nouveau établi? Donc voilà, ça c'est ma première des craintes. Bon, ensuite, je dirais, effectivement, on a perdu toute la pratique douanière et donc il va falloir reformer du personnel pour mettre en œuvre tous ces processus et protocoles douaniers et donc ça risque de générer quelques temps d'arrêt de nos véhicules rien que pour notre entreprise, si nos véhicules s'arrêtent 1 heure pour faire ces arrêts, on arrive à une somme astronomique de 350 000 € que l'on va être obligé de répercuter sur nos prix de transport. Et donc forcément, on va se retrouver avec une augmentation de nos tarifs de transport. On a compris justement tout l'enjeu, David Sagnard. Juste une dernière question avec une réponse courte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français aujourd'hui ? J'attends du gouvernement français qui nous sorte de l'impasse parce qu'aujourd'hui, si on est dans un Brexit dur, là par contre, on sera vraiment dans un chaos pas possible et donc il faut qu'on trouve une solution. Alors, en ayant peut-être une période de transition, mais il faut qu'on ait la certitude, une visibilité sur nos activités à partir du 1er avril 2019. Eh bien, le message est passé, il a été donné sur Figaro Live. Merci beaucoup, David Sagnard, d'avoir été avec nous. Avec nous également, il y a les internautes du Figaro qui ont posé plein de questions justement pendant que vous étiez là. Justement, une première question, celle de Théobald. Est-il possible de voir l'émergence d'un référendum? Quid de l'annonce de l'Écosse, Olivier de France? Alors là, c'est la question du second référendum. En fait, il y a un souci quand même, un vice de forme. C'est qu'à partir du moment où on considère que la souveraineté britannique dépend de la voix du peuple et qu'on soumet une question telle que l'appartenance à l'Union européenne à référendum, le problème c'est qu'ensuite on est obligé d'accepter que si le peuple en dernier ressort est le décideur et pas le Parlement, pas le gouvernement, etc., si le peuple a changé d'avis, il va falloir consulter le peuple. Donc c'est une sorte de logique qui tourne un peu en rond. Et aujourd'hui, je ne serais pas aussi... je dirais pas de manière avec toute la confiance possible que l'opinion du peuple britannique a changé. Par contre, je crois que l'opinion des Européens a peut-être changé. J'ai vu des eurobaromètres ce matin qui disaient que il y avait plus de la majorité des Européens, une majorité d'Européens qui considéraient que la direction dans laquelle l'Union européenne allait n'était pas satisfaisante, mais la majorité d'Européens qui veulent rester qui considèrent que l'Union européenne est une bonne chose. Donc peut-être que le Brexit a aussi contribué à travers toutes ces discussions techniques comme celles qu'on vient d'entendre, à rendre politique ce problème et à montrer les avantages concrets du marché unique aux Européens. Alors justement, c'est une question, Stéphanie Villers, et c'est une de vos spécialités, parce que Guy nous demande, après le Royaume-Uni, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'Italie ? Oui, voilà, en plus l'Italie c'est encore plus dangereux parce que l'Italie ne fait pas partie uniquement de l'Union européenne mais de la zone euro, donc partage la même monnaie que 18 autres pays. Donc effectivement, c'est pour ça que l'Union européenne a tout intérêt à se montrer ferme vis-à-vis du Royaume-Uni pour essayer de doucher tout espoir pour d'autres pays d'avoir envie de sortir. Sur quoi il faut être ferme ? Justement, avec l'Irlande, c'est un point de négociation en se disant qu'on ne peut pas effectivement tout laisser à l'Union. Ce que je ne comprends pas, ce que vous ne voulez pas, là où il faut être ferme, c'est qu'il ne faut pas laisser, par exemple, une solution à l'Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grosse frontière, un mur d'Adrien entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Économiquement, il faut leur faire comprendre en fait qu'il va y avoir de nouveau des barrières douanières et ça va effectivement renchérir le coût de leurs importations. Je rappelle quand même que le panier de la ménagère britannique, à 80%, est constitué de biens importés. Donc ça va être des coûts des tarifs douaniers en plus et donc ça va peser sur le revenu
revenus des ménages et le niveau de vie des ménages britanniques. C'est pour ça que moi, je suis pour un nouveau référendum, parce que je pense qu'au moment, en 2016, les Britanniques avaient anglais le référendum autour de l'immigration et n'avaient pas parlé des conséquences économiques que déclencherait le Brexit. C'était juste, effectivement, c'était quand même quelque chose qui était en discussion. Moi, je me souviens d'avoir entendu le patron des PME britanniques, qui était un soutien de Nigel Farage, qui disait qu'il était prêt à payer le prix. Mais il faut en avoir les moyens pour payer le prix. Effectivement, ceux qui ont les moyens de payer plus cher les 80% des biens qu'ils achètent tous les jours, eux, effectivement, et qui considèrent que ça vaut le coup de sortir pour les Britanniques du Royaume, de l'Union européenne, très bien. Mais est-ce que tout le monde a les moyens? Est-ce que les Britanniques du Nord qui ont voté pour le Brexit, ils ont compris que leur niveau de vie allait drastiquement baisser à partir du moment où... Là, c'est la responsabilité démocratique que vous posez. Juste, j'ai une question pour vous, celle de Théobald. Quid de la position du Japon, qui a récemment signé un traité d'échange bilatéral avec la France, en s'exonérant d'ailleurs de la position de Bruxelles? Cet accord ne serait-il pas une extraordinaire opportunité pour le Japon de traiter en direct avec l'Angleterre? Alors, je vais vous dire. J'ai trouvé un discours de Theresa May qui date d'avril 2016 devant le MEDEF britannique, qui disait, c'était 2 mois avant le référendum, c'était quand Theresa May faisait campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Elle disait ceci, le Royaume-Uni, les échanges entre le Royaume-Uni et la Chine sont moins importants que les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Les échanges entre le Royaume-Uni et la Belgique sont plus importants que les échanges entre le Royaume-Uni et le Brésil, et l'Inde. Les échanges entre le Royaume-Uni et la Suède sont plus importants. Donc en fait, ce concept de Global Britain, le Royaume-Uni ouvert à tous les vents, qui va aller chercher des marchés au Japon, en Australie, qui va aller chercher des marchés en Chine, au Brésil, à Washington, permettez-moi d'être un peu sceptique. La Première ministre elle-même n'y croyait pas. Une dernière question, peut-être une réaction à ça et une réaction à ce que dit Brigitte. Je ne comprends pas pourquoi le marché entre l'Europe et l'Angleterre s'arrêterait. Il existait en tous les cas avant 1992. Oui, mais avec des contraintes, c'est aussi, on voit l'aberration du Brexit. C'est-à-dire que les Britanniques ont voulu sortir de l'Union européenne parce que notamment il y avait trop de réglementations, il y avait trop de normes, c'était trop contraignant. Eh bien, avec la sortie de l'Union européenne, à entendre effectivement la personne qui s'occupe des transports entre la France et le Royaume-Uni, on voit qu'il s'en rajoute une couche. En fait, on voit que c'est complètement incohérent de vouloir sortir de l'Union européenne, parce que les Britanniques qui voulaient éviter, qui dénonçaient le trop-plein de réglementation, vont s'en rajouter une immense couche en sortant de l'Union européenne. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le témoignage très utile là, qu'on a entendu sur le transport routier et le permis de circulation, tout ça, c'est des choses dont on ne parlait absolument pas. On ne connaissait pas tout ça. Et soudain, c'est devenu politique, les citoyens se rendent compte, et peut-être qu'en Italie, du coup, ça peut résonner assez fort. Nalib nous demande, le Brexit tarde à entrer en application. Y a-t-il une date butoir réglementaire qui oblige les parties? Eh bien, la date butoir réglementaire, c'est précisément le 29 mars 2019. Soit il y a un accord et il y a une négociation ensuite, comme le montre le calendrier, soit il n'y a pas d'accord et c'est ce qu'on appelle le Brexit dur. Dernière, vraiment, oui, non. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un Brexit dur? Non, moi je ne pense pas. Je ne peux pas vous répondre. On va dire, je ne l'espère pas. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si, comme on a entendu tout à l'heure, la période de transition est étendue d'1 an, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que les contributions du Royaume-Uni au budget européen continuent pendant 1 an. Et ça, c'est quand même... Ça risque de peser dans les débats à Londres et sur le sort de Theresa May. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans un instant, un autre sujet épineux, peut-être dans les prochaines semaines, la Nouvelle-Calédonie sur Figaro Live, puisque c'est Philippe Gomes, qui est le député UDI de l'archipel, qui est l'invité d'Yves Tréhard. Il est spécialement, justement, venu à Paris pour répondre aux questions sur ce sujet. À très vite sur Figaro Live.